Connais-tu vraiment les gens que tu aimes? Il se peut que ce soit une triste illusion. Tu penses être aimé, tu penses avoir de l'attention, être protégé, mais au final, ce n'est pas du tout le cas. En réalité, tu es une cible, une proie que l'on manipule à sa guise. Et ce qui est terrible, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Si je vous dis tout ça, c'est que notre histoire reflète tout ce que je viens de dire. Mais malheureusement, rien ne pourra être évité. Salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme tu viens de le voir, nouveau décor et j'espère que ça vous plaira. Cette année, j'ai envie d'un petit peu de changement, donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Je vous vois venir dans les commentaires, il y a intérêt que ça vous plaît. J'ai investi sur un petit frigo et si vous regardez bien juste ici, j'ai mis une canette de coca. Comme ça, si j'ai soif pendant un tournage, je vais là-bas et je bois ça au goulot là, comme ça. En plus, j'ai pris une petite plante histoire de m'accompagner dans ces vidéos. Parce que vous êtes là à me regarder, moi j'ai personne, je suis tout seul. Donc en compagnie, voici ma petite plante. Je suis complètement taré. Ouais, c'est ça le problème. Je crois qu'ils vont en avoir marre de moi. Ouais. Bref, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater de la vidéo de vendredi prochain. Et surtout pour patienter, venez sur mon Instagram Mogotasama, histoire de me poser la question que vous souhaitez. Je répondrai à tous ceux qui envoient un message après cette vidéo. Bref, sans plus attendre, accrochez-vous pour l'histoire qui va suivre, car elle est beaucoup trop triste. Maintenant, je vais vous demander d'éteindre votre lumière, de vous installer tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix. Lacey Spear est née le 16 octobre 1987 et a été élevée à Decatur en Alabama. Elle est la fille de Terry et Tina Spear et a une sœur Rebecca ainsi qu'un frère Daniel. Elle commence à travailler dans un fast-food, le Jack's Burger, comme ont pu le faire Tina, Daniel et Rebecca avant elle. Elle commence à travailler dans une garderie en 2006 après avoir obtenu son diplôme du lycée. Par la suite en 2008, suite à la fermeture de l'établissement où elle exerçait, elle trouve une nouvelle garderie, le Child Care Network à Decatur. Lacey et Chris se rencontrent en 2008, alors qu'ils sont voisins au Cedar Key Apartment. Chris réside dans un appartement juste en dessous de celui que Lacey partage avec sa sœur aînée, Rebecca. Lacey et sa sœur ont décidé d'emménager ensemble peu après le lycée, sans pour autant partir trop loin de chez leurs parents. Lacey devait apparemment rentrer devant l'appartement de Chris pour rentrer chez elle. Et quant à Chris, il plaisantait souvent au sujet de Lacey avec son ex-petite amie. En gros, c'était sa voisine et il la voyait comme quelqu'un de bizarre. Il la trouvait bizarre alors qu'il ne lui a jamais adressé la parole. Il trouvait la jeune femme froide et un peu étrange. Chris ne parvenait pas à cerner vraiment sa voisine. Lacey lui aurait un jour demandé de l'aide pour installer un berceau dans son appartement. Elle avait pour habitude de garder Jonathan Strain, un bébé qu'elle gardait le soir et le week-end. Lacey et Chris se rapprochent ce jour-là, et la jeune femme n'hésite pas à poser des questions personnelles à son voisin. Chris suppose que Lacey avait besoin d'un peu d'attention. Il n'avait vu personne monter chez elle depuis quelque temps. Et ici, je voudrais faire une petite parenthèse au sujet de John, dont Lacey est la babysitter. La mère de John, Autumn Hunt, et Lacey s'entendent à merveille et deviennent amies. Elles passent beaucoup de temps ensemble, à tel point qu'elles seront vues comme des sœurs. Autumn est à la recherche d'une personne de confiance pour s'occuper de son fils tout juste né en 2006. Et c'est là qu'elle décide de faire confiance à Lacey, qui deviendra son babysitter. Et cette dernière est satisfaite de son nouveau rôle et passera énormément de temps avec le petit. Lacey est alors de plus en plus prise pour la mère de John, ce qu'elle ne dément pas. Des amis commenceront à se rendre compte de cette curieuse situation. Lacey fait la connaissance d'autres parents et d'autres enfants par le biais de Jonathan. Riley Vaught, qui travaille à la radio de Decatur à ce moment-là, apprend à connaître Lacey. Riley a un petit garçon né en 2007 qui a approximativement le même âge que Jonathan. Riley assura par la suite que Lacey disait que John était son fils et qu'elle avait toujours des photos d'eux deux, même au moment du coucher du soir. Personne ne pouvait mettre en doute sa parole. On la voyait souvent avec le petit, même le week-end. La jeune femme postait des photos du bébé sur son compte MySpace. Déjà là, je trouve qu'on dépassait les limites et c'était vraiment étrange de voir ça. T'as confiance, tu prêtes ton enfant à un babysitter et c'est là que tu t'aperçois qu'elle fait des photos avec... qu'est-ce que c'est que ce bordel? Certains internautes lui demandent s'il s'agit de son enfant et elle ne va pas à l'encontre de ses dires,
prétendant même qu'il est né le 14 février. Un ami d'Autumn tombera sur sa page MySpace et en fera part à la maman de John John. Autumn confronte son ami après avoir fait la découverte de ce fameux blog. Lacey s'excuse et indique qu'elle ne sera jamais capable de faire du mal à John John. Elle va insister et dire qu'elle l'aimait comme son fils. Malgré ses explications, Autumn prend ses distances avec Lacey et trouvera une autre personne pour s'occuper de Jonathan. Elle avait trouvé cette situation étrange. Et tu m'étonnes, c'était totalement loufoque. Et en plus, Decatur était une petite ville. La vérité n'allait pas tarder à se savoir. Et ici, comme je le disais, on ne peut que comprendre la réaction d'Autumn. Quels parents accepteraient une telle situation, dites-moi? Elle était clairement en train d'essayer de posséder son fils, qui n'était clairement pas le sien pour le coup. Elle voulait qu'il le devienne. Et c'est ça qui est à la fois étrange et vraiment flippant. Après cette découverte étrange et plutôt flippante comme je le disais, la jeune maman a dû se sentir terriblement trahie. Elle ne voulait plus entendre parler de cette femme qui a voulu voler son fils. Maintenant revenons à Lacey et Chris. Leur relation évolue et prend par la suite une tournure sexuelle. Cette situation dure quelques mois avant que Lacey décide d'y mettre fin. Elle révèle quelques temps plus tard à Chris qu'elle est enceinte. À la suite de cette nouvelle, Chris envisage d'épouser Lacey et il consulte déjà des livres pour trouver un prénom au bébé. Lacey est rapidement attirée par le prénom de Garnett. Et au fur et à mesure du temps, le comportement de la future maman évolue. Elle n'est plus prête pour un mariage, comme Chris et elle le désiraient. Désormais, elle n'hésite pas à dire au futur papa que le bébé qui va naître n'est pas le sien. Elle prend progressivement ses distances avec Chris, qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer. La question du mariage entre Chris et Lacey n'est plus d'actualité. Ici, je vous avoue que je me questionne sur le timing de cette grossesse. Une grossesse qui est arrivée assez rapidement. Elle est arrivée alors que Lacey n'était plus la babysitter de Jonathan. C'est comme si la jeune femme avait besoin de le remplacer, de donner tout son amour qu'elle avait réservé à John John pour une autre personne. Si Chris souhaite officialiser les choses avec la future mère de son fils, celle-ci ne semble pas de cet avis. L'enfant est plus important pour elle que cette relation qui n'en est pas vraiment une. Garnett Paul Thompson Spear naît le 3 décembre 2008. L'annonce de sa naissance dans le journal Decatur Daily ne mentionne en aucun cas son père, qui vit pourtant si proche de lui, et sa mère. Chris n'apercevra Garnett qu'à la volée, guettant les allées et venues de son ex-conjointe par la fenêtre de chez lui. Garnett est un enfant de santé relativement fragile. Il a été conduit pour la première fois à l'hôpital alors qu'il était âgé de seulement quelques semaines. Il avait apparemment cessé de respirer, donc ils l'ont transporté immédiatement. Les médecins découvrent que le taux de sodium dans le sang a augmenté drastiquement, mais ils ne seront pas en mesure de trouver une explication. Le petit sera soigné et il pourra finalement rentrer chez lui. À 1 mois, Garnett subit une opération assez lourde. Cette procédure permettra au petit de ne plus avoir de reflux gastrique. Un tube sera inséré dans son abdomen par la suite, permettant ainsi de compléter le bébé en nutriments. Et Lacey aurait assuré à ses amis ainsi qu'à des médecins que son fils ne pouvait pas s'alimenter pendant des jours et qu'il ne gardait pas la nourriture ingérée. Au cours de sa première année, le bébé sera hospitalisé une 20aine de fois. C'est juste énorme, le bébé vient de naître et il ne subit que des opérations à longueur de journée. Lacey va même tweeter quelques temps avant son premier anniversaire. « Mon petit ange est hospitalisé pour la 23e fois. Priez pour qu'il puisse rentrer rapidement à la maison. » Lacey va se lier avec le personnel médical, à force de côtoyer des hôpitaux pour soigner Garnett. Ginger Dabbs Anderson, qui a été infirmière à l'hôpital général de Decatur, fait la connaissance de la mère et du fils alors que Garnett est âgé de 6 mois. Elle s'est par la suite liée d'amitié avec Lacey. Elle côtoiera Lacey et son fils également dans le cercle privé. Ginger parlait régulièrement avec ses collègues de l'hôpital. Il commençait à trouver les explications de Lacey peu crédibles concernant l'état de santé de son fils. Un signalement sera fait auprès des services sociaux, sans qu'une véritable procédure aboutisse. Dans les années qui suivent, Lacey commence à parler du prétendu père de Garnett. Il s'agit d'un certain Blake, et elle en parle à ses amis, et même à toute personne qu'elle rencontre. L'homme était officier de police, et est malheureusement décédé dans un accident de voiture. Dans un article de son blog, elle décrit l'homme comme étant son âme sœur. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'existe aucune photo de Blake et Garnett. Et d'ailleurs, on n'a aucune photo de Chris avec le garçon aussi. Lacey était constamment avec son fils et personne d'autre. Le récit du père de Garnett est un moyen d'attirer la sympathie des gens sur le sort vécu par elle et son fils. Lacey et Garnett déménagent en 2010 à Clearwater, en Floride. Ils vont chez la grand-mère maternelle de Lacey qui se nomme Peggy.
Ils déménageront ensuite en 2012 dans un fellowship community à Chestnut Ridge, un petit village du comté de Rockland dans l'État de New York. Ici, je vous avoue que j'ai du mal à trouver la définition claire de ce que ça peut être. Apparemment, ce serait soit une communauté fraternelle ou une communauté boursière. Et les articles que j'ai pu consulter ne m'ont pas permis de trouver le potentiel emploi de Lacey. Il se peut qu'elle ne travaillait pas, consacrant tout son temps à son fils. Et tout ça s'est déroulé 14 mois avant les faits. Lacey est une mère célibataire dévouée. Elle aime son fils plus que tout au monde, qu'elle surnomme affectueusement Garnet the Great, qui veut dire littéralement Garnet le Grand. Elle décide de créer un blog en 2011 pour parler de son fils. Le blog aura le nom de Garnet Journée, qui veut dire le voyage de Garnet en gros. Dedans on suit le quotidien de la mère et son fils, et en particulier depuis le décès du père du garçon, Blake. Elle renseigne en sous-titre une citation lourde de sens. La guérison exige du courage, et nous avons tous du courage, même si nous devons creuser un peu pour le trouver. Le blog est alimenté des photos du garçon, avec un petit descriptif sur les mois passés, le ressenti de Lacey et ce que Garnet et elle ont pu faire. Dans le premier article qu'elle publie le 3 juin 2011, elle parle du fait que son fils se questionne sur son père et lui demande où il se trouve. Lacey lui explique simplement qu'il est en lui, que son père est une moitié de lui et que elle est l'autre morceau de lui. Garnet, qui a alors 2 ans et demi, semble se satisfaire de cette explication. Au mois de mars 2012, la maman écrit les choses suivantes. Nous avons fait 14 heures de route afin d'assister à une cérémonie en mémoire du papa Blake. Après cela, nous avons été heureux de rendre visite à notre ancienne maison ainsi qu'à nos amis. Et en avril de la même année, elle va dire les choses suivantes. C'est le premier mois où je me souviens des événements s'étant produits, sans avoir besoin de regarder des vidéos ou photos de ce mois-ci. Le mois d'avril a été rempli de nombreuses visites chez le médecin pour Garnet, de longues attentes et aussi mon fils Garnet qui parvient désormais à maîtriser son vélo. Donc comme je le disais dans ce blog, elle raconte tout ce qu'elle vit avec son fils. Elle va partager son ressenti, ses émotions à des moments donnés, etc. Concernant Garnet, c'est un charmant petit garçon de 5 ans. Il a les yeux bleu clair et des cheveux longs et blonds. Il a une coupe au bol et sa mère lui attache parfois les cheveux. Le petit garçon sera hospitalisé 23 fois au cours de sa vie. Les raisons seront diverses et troublantes. Infection aux oreilles, poussée de fièvre, troubles digestifs et même des crises qui laisseront penser à de l'épilepsie. En janvier 2014, l'état de Garnet nécessite une nouvelle hospitalisation. Le 19 janvier, le petit garçon est transféré à l'hôpital Nyack, au centre médical de Westchester, par avion. Les taux de sodium dans le sang du garçon ont particulièrement inquiété les médecins. Lacey, entre-temps, n'hésite pas à partager des photos de son fils sur les réseaux, alors qu'il était sous assistance respiratoire. Elle était vraiment bizarre, sa mère. On avait l'impression qu'elle cherchait de l'attention, que les regards soient posés sur elle. Et suite à tous ces événements étranges, la police va rentrer en jeu. La police du comté de Westchester, le procureur ainsi que la police de Ramapo, ville du comté de Rockland, débutent une enquête. Chris, le père du garçon, apprend par le biais d'un ami que son fils était dans un état préoccupant à l'hôpital. Comme il n'avait plus de contact avec Lacey, il va lui envoyer une demande d'amis sur Facebook. Mais sa demande est pour le moment sans réponse. L'homme ne connaîtra malheureusement jamais son fils. Lacey et lui ne se sont pas vus depuis 5 ans, soit peu de temps après la naissance de Garnet. Garnet décède le 23 janvier 2013 à l'hôpital Valhalla de New York. Il sera entouré de sa mère sans avoir eu la chance de connaître son père. Et concernant la demande d'amis de Chris, elle sera acceptée qu'une semaine après le décès de l'enfant. Les 2 anciens conjoints parlent par message, et Lacey va enfin admettre que Chris était bien le père de Garnet. Elle lui écrira le 19 février et elle lui dira toutes les choses suivantes. « Chris, tu sais que nous ferons partie de la vie de l'un et l'autre pour le reste de notre vie. Nous avons un fils ensemble. Nous n'avons peut-être pas réussi, mais maintenant, nous avons tous les deux besoin de l'un et l'autre. Au moins être amis, est-ce que tu es d'accord ?» C'est là qu'on voit que cette Lacey avait besoin d'aide depuis beaucoup trop longtemps. Elle exprime sa souffrance et même son désir de mourir afin de rejoindre Garnet. La mère décidera enfin de parler à son ex-compagnon, mais qu'après le décès de son fils. Ici, on est dans une situation très particulière, et comme je le disais, cette histoire est très sombre. Plus on avance, plus on découvre des choses terribles. Le comportement de la mère est très louche, et on va enfin savoir la vérité sur cette affaire. Les amis et la famille de Lacey soupçonnent la mère d'être plus ou moins responsable de la mort de Garnet. Les médecins sont également préoccupés suite à la dégradation de l'état de santé du garçon. En effet, le petit était hospitalisé et sous étroite surveillance.
dû à ses antécédents médicaux. Un mandat d'arrêt est émis 6 mois après la mort de Garnett, à l'encontre de sa mère. Lacey se serait présentée d'elle-même à la police. Si Lacey est vue comme une bonne mère, Ginger, son amie infirmière, a remarqué des comportements inappropriés. Elle révèle à la police au cours de l'enquête suite au décès de Garnett qu'elle a vu un jour Lacey maintenir la tête de son fils dans l'eau de son bain. Ginger serait intervenue, sortant Garnett de son bain, et elle est ensuite partie de la maison. Cependant, l'avocat de Lacey, David Sauch, remet en cause le témoignage de l'ancienne infirmière. En effet, Ginger a perdu sa licence d'infirmière pendant quelque temps. Cet événement a eu lieu 1 an après que la jeune femme ait demandé à un ami de falsifier des ordonnances pour elle. Ginger avait été par conséquent condamnée à une amende et avait suivi une cure de désintoxication. Elle avait repris le travail à l'hôpital en 2009, année pendant laquelle Garnett avait connu de multiples hospitalisations. En 2010, elle aurait renoncé à son métier d'infirmière, mais suite à une mesure disciplinaire. Elle avait évoqué ce choix suite à une lourde opération au cerveau qu'elle avait subie quelque temps plus tôt. Ginger n'en démordra pas. Elle dira que l'histoire de sa licence n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait vu et constaté au contact de Lacey et Garnett. Lacey assurait notamment que Garnett était incapable de garder la nourriture quand il était bébé et vomissait fréquemment. Quand Ginger s'était occupée de lui, et après plusieurs heures de surveillance suite à la prise de repas, elle avait constaté que le petit était en bonne santé et il pouvait très bien se nourrir. Les infirmiers de l'hôpital avaient eu beau montrer à Lacey de quelle manière il fallait nourrir son fils, la maman revenait sans cesse en prétendant que son fils vomissait et pleurait. Le département des ressources humaines de l'hôpital de Decatur avait même été impliqué et une intervention des services sociaux était envisagée. Ginger indiquera que Lacey prétendait que son fils avait vomi dans son lit, alors que les traces sur les draps s'avéraient être de l'eau renversée. La mère voulait absolument que Garnett soit opéré. Elle voulait qu'on place un tube dans le système digestif de son fils. Mais le personnel de l'hôpital où Ginger travaillait a refusé. Lacey a alors conduit Garnett dans un autre hôpital, où l'enfant a bien subi l'opération souhaitée par sa mère. Ginger était amie avec Lacey, car elle pensait pouvoir lui apporter son aide dans son rôle de maman, pour prendre soin de Garnett. Lacey s'est rendue à l'hôpital avec Garnett pour parler de ses troubles alimentaires, mais pour d'autres cas. Garnett était sujet à des infections aux oreilles, des otites, ce qui était intriguant. Autumn Hunt, la maman du petit que Lacey gardait avant la naissance de Garnett, renseignera les mêmes faits que Ginger. Elle voyait que Lacey emmenait souvent son fils à l'hôpital. Et une fois là-bas, le personnel médical refusait que Lacey pouvait rester avec Garnett. Elle devait le laisser seul et partir. La maman était triste d'être laissée à l'écart et elle n'aurait apparemment jamais eu les résultats médicaux de la part des médecins suite à cette hospitalisation. Dites-vous les amis que ces événements ont eu lieu entre 2009 et 2010, lors de la première et deuxième année d'existence de Garnett. Pauvre enfant, mais ce qu'il fait vraiment de la peine. Parce que lui, le pauvre, il n'a rien demandé. Il n'a fait que subir depuis le début. Ici, c'est tellement triste de voir que personne n'a vraiment agi pour ce petit garçon. Personne n'a pu réellement le protéger. Il est évident que Lacey souffre du syndrome de Munchausen par procuration. Il s'agit d'un trouble psychiatrique conduisant certains adultes, en particulier des parents, à infliger de mauvais traitements à leurs enfants alors qu'ils développent des problèmes de santé. Le but est d'attirer la compassion et l'attention sur eux. Ce trouble est à différencier du syndrome de Munchausen, poussant les personnes atteintes à simuler des symptômes et des maladies. Le syndrome de Munchausen par procuration implique obligatoirement une tierce personne. Les victimes pensent réellement être malades et ne découvrent la vérité que plus tard, quand elles atteignent l'âge adulte. Peu de temps avant la mort de son fils, on apprend que Lacey a contacté un ami de sa résidence, la Fellowship, par téléphone. Elle lui aurait demandé de se débarrasser d'une sonde qu'elle utilisait pour nourrir Garnett via le tube de son abdomen. Cet élément sera saisi par les autorités, et après analyse, il est retrouvé une forte dose de sodium dans le liquide. Garnett est mort après avoir reçu une importante dose de sodium. Même lors de sa dernière hospitalisation, Lacey a continué d'administrer du sodium à son fils. Quand elle se trouvait seule en sa présence, elle lui injectait le produit. Et Garnett le pauvre, malgré le traitement médicamenteux des médecins, décédera au bout de 4 jours. La substance administrée par sa mère a conduit au gonflement de son cerveau. Pauvre garçon qui a dû tellement souffrir pendant ces longues heures en présence de sa mère. Il se pensait en sécurité, mais il était en présence de celle qui allait prendre sa vie. Il devait certainement penser que c'était un terrible moment à passer et qu'il s'en sortirait par la suite, comme ça avait été le cas lors des hospitalisations précédentes. Après
Après la révélation de cette histoire, les médias se rendent dans les anciennes villes où Lacey et son fils ont pu résider. Lacey, surnommée Salt Mom, la maman salée en traduction littérale, est décrite comme une maman dont le quotidien et la vie étaient centrés sur son fils. La maman avait bien du mal à le perdre de vue. Elle ne pouvait pas se passer de son enfant, il en était hors de question. Le procès de Lacey Spear s'ouvre à White Plains, dans l'état de New York, en avril 2015. La mère de la petite victime a alors 27 ans. Et lors du procès, Lacey va plaider non coupable. La défense décrit une maman soucieuse du bien-être de son fils, qui était souvent malade. Elle était attentionnée à son écoute, toujours présente à ses côtés lors de ses fréquentes hospitalisations. Le procureur décide de montrer au cours du procès une vidéo durant laquelle on voit Lacey et son fils. Elle l'emmène à plusieurs reprises dans les toilettes de la chambre d'hôpital, avec une sonde alimentaire à la main. Le garçon semblait en très mauvais état quand il réapparaissait. La situation était plutôt étrange dans les images. Pour quelle raison Lacey avait besoin de s'isoler aux toilettes avec son fils et une sonde alimentaire? Pourquoi était-elle en possession d'une sonde alimentaire alors qu'elle était au sein même d'un hôpital et que le personnel prenait soin de Garnett? Garnett, dont les médecins voyaient l'état de santé s'arranger au point qu'il puisse rentrer chez lui, se tient la tête dans son lit et se roule en boule. Il était dans un état critique, au plus mal. Quand on sait ce que sa mère lui faisait ingérer, on ne peut qu'imaginer la douleur et la souffrance qu'a pu ressentir le petit Garnett. À l'issue de la procédure, la mère est condamnée pour homicide au second degré, soit un meurtre non prémédité. Elle doit exécuter une peine de 20 ans de prison minimum. Ici, je trouve le motif de la condamnation étrange personnellement. Comment peut-on dire que ce meurtre n'est pas prémédité en sachant qu'une vidéo a été montrée au cours du procès? Dans cette vidéo, on la voit clairement rendre son fils malade. Qu'est-ce qu'il faut comme preuve après tout ça, sérieux? Et ils osent mettre non prémédité. C'est totalement absurde. Même si Lacey ne souhaitait pas la mort de son fils, elle se doutait bien qu'elle le faisait souffrir et qu'il était possible que la mort survienne. Donc là, je peux vous dire que je ne comprends absolument pas la justice américaine. C'était évident que c'était prémédité. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'attends vos avis avec impatience. Le juge a été clément dans sa sentence, prenant en considération le syndrome de Munchausen par procuration de Lacey. Celle-ci risquait une peine maximale de 25 ans de prison. Elle ne pourra pas faire de demande de libération avant l'année 2034. Toutefois, l'homme ne manquera pas de qualifier le crime de cruauté absolue, qu'elle avait imposé à son fils 5 ans de tourments et de souffrance. Le juge demandera même à la mère lors du procès pourquoi elle n'avait pas demandé de l'aide. Lacey ne réagira pas à cette question. Mais elle va passer une interview pour l'émission 48 heures, pour la chaîne CBS en avril 2016, soit 1 an après sa condamnation pour homicide. La maman de Garnett pleure une bonne partie de l'interview, réitérant ses dires comme quoi elle n'a fait aucun mal à son fils, qu'elle n'est pas responsable de sa mort. Et voici tout ce qu'elle va dire. « J'ai perdu mon fils de 5 ans, il n'est plus là aujourd'hui. J'ai aimé chaque part de ce qu'il était. Je suis tellement triste de ne plus pouvoir le regarder grandir. » Malgré le procès et toutes les découvertes ayant été faites sur les hospitalisations de Garnett, la jeune maman assure ne pas avoir le syndrome de Munchausen par procuration. Elle assure ne jamais avoir empoisonné son fils. Quand le journaliste lui demandera pour quelle raison alors il avait un taux de sodium trop élevé dans le sang, elle va dire « demande à l'hôpital ». C'était sa réponse. Encore aujourd'hui, Lacey refuse de prendre la responsabilité de la mort de son fils. Elle ne veut rien laisser paraître. À ses yeux, ce n'est pas elle qui a tué son fils. Mais la vidéo de Garnett nous prouve le contraire. La vidéo à l'hôpital était pourtant sans équivoque sur son rôle dans la dégradation de l'état de santé de son fils. D'ailleurs, cette vidéo de l'hôpital fera son apparition sur le réseau social TikTok en 2022. Elle a fait plus de 17 millions de vues, faisant ainsi ressurgir l'affaire Garnett Spear et le débat sur les cas du syndrome de Munchausen par procuration. Lacey est aujourd'hui enfermée à la prison de Bedford Hills, dans le comté de Westchester, au sein de l'État de New York. Elle pourra faire une demande de libération à partir du mois de juin 2034, soit dans 11 ans. À voir si d'ici là, la justice l'estimera en capacité de sortir de prison. Et bien ainsi se termine l'affaire de Garnett Spear. Ici, je pense à ce petit garçon de 5 ans qui est parti bien trop tôt. Il ne savait même pas qu'il était malade. Il pensait que sa mère le protégeait, mais pas du tout. C'était un ange, bordel, et il a été tué par les mains de sa mère. Un enfant ne devrait pas subir les erreurs, les pressions et les actes de cruauté de ses parents. À 5 ans, on ne devrait même pas avoir de raison de se méfier de sa maman. Il n'y a aucune raison de le faire. Il croyait qu'il était en sécurité et c'est d'autant plus triste et révoltant. J'aimerais mettre cette affaire en parallèle avec une autre histoire,
celle d'un enfant malade et d'une maman souffrant du syndrome de Munchausen par procuration. L'histoire de Didi et Gypsy Rose Blanchard. Et si vous êtes des puristes et que vous avez vu toutes mes vidéos, il y a aussi le cas de Beverly Halit, une infirmière qui avait aussi ce syndrome. Pour en revenir à l'histoire de Didi et Gypsy Rose Blanchard, la jeune fille avait fini par découvrir qu'elle n'avait pas de leucémie et qu'elle était capable de marcher. Elle qui avait passé une partie de son enfance et adolescence dans un fauteuil roulant. Elle avait subi de nombreux examens médicaux et sa mère la contrôlait à un point tel qu'elle avait menti à sa fille sur son âge. Dans cette seconde affaire, c'est la jeune femme qui s'est libérée en tuant sa mère en compagnie de son petit ami. Ce trouble terrible n'est pas évident à expliquer. Il peut autant causer de dommages à la victime qui subit la maltraitance qu'à l'entourage de celle-ci. Les personnes atteintes de ce trouble ne se rendent pas compte de ce qu'elles font subir au quotidien. Elles font en sorte de brouiller les pistes en emmenant leur enfant consulter des médecins différents dans les hôpitaux les plus éloignés. C'est là le vice de ces cas particuliers. La souffrance de l'enfant n'est pas vue de la même manière par eux, et si le corps médical a le moindre soupçon, c'est la fuite. Lacey avait déjà eu une relation fusionnelle avec un autre enfant, avant que son fils ne vienne au monde. Elle avait déjà ce désir d'attention au travers de Jonathan Strain, cet enfant qui était un jeune bébé quand elle a commencé à s'occuper de lui. On voit que les mensonges faisaient partie de son quotidien, n'hésitant pas à prétendre que ce garçon était son fils. Le petit l'aidait à nouer des relations avec d'autres adultes et attisait la curiosité sur elle. Quand la mère du garçon s'était rendue compte de tout ça, Lacey lui avait assuré qu'elle ne ferait pas de mal à John, et elle a indiqué la même chose au sujet de son fils lors du procès. Plus tard, elle utilisera le parcours médical de son fils ainsi que la prétendue mort accidentelle du père de Garnett. Elle trompait son monde au quotidien et il était difficile de remettre en question ses agissements avant que la vérité n'éclate au grand jour. Je voudrais conclure ici en rendant hommage à ce petit garçon qu'était Garnett. À 5 ans, il avait non seulement subi des hospitalisations multiples, des opérations lourdes, mais s'est fait empoisonner par sa mère au sein d'un hôpital. Nous ne connaissons son quotidien qu'à travers un blog ouvert par sa mère. Et c'est d'autant plus terrible car on ne peut même pas démêler le vrai du faux dans ces mots. En tout cas, j'aimerais avoir vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. J'attends vos avis avec impatience, qu'on puisse débattre entre nous et que vous puissiez partager votre ressenti. On est dans une affaire plutôt compliquée qui va lier psychologie et meurtre. J'ai une dernière question à vous poser et après je vous laisse. Selon vous, la mère est-elle vraiment coupable sachant qu'elle a le syndrome de Munchausen par procuration? Est-ce que pour vous la mère a tué son fils, oui ou non? Est-ce qu'elle est responsable finalement? J'attends vos réponses, en tout cas merci d'être toujours aussi nombreux. Comme vous l'avez vu, le décor a changé et j'espère qu'il vous plaît. Cette année, je vais essayer de faire des efforts, nouveaux décors et plein de nouveaux projets, c'est promis. En tout cas, en attendant tout ça, prenez bien soin de vous et vos proches et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.